Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde et on se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le 42e épisode dont le but est de vous présenter, mois après mois, si je puis dire, l'ensemble des projets que je réalise. Donc, dans un premier temps tricot, mais de plus en plus vont apparaître sur ce podcast des projets couture. Et je peux dire que c'est officiellement le premier épisode où vraiment là je vais présenter des projets qui sont pour moi des vrais projets couture aboutis et qui, j'estime, ont atteint un niveau acceptable pour vraiment être présentés en tant que vêtements officiels, réellement portés et réellement euh, validé. Enfin voilà, ça c'est peut-être le niveau d'exigence que je me mets. Non pas que ce que j'ai fait jusque-là ne comptait pas, mais voilà, on est passé déjà pour moi à l'étape supérieure à ce niveau-là de la couture. Et donc, ben, je vais prendre l'habitude de diviser ce podcast en deux parties, avec la partie tricot qui, je pense, va rester encore longtemps la partie principale, celle qui va prendre le plus d'ampleur sur la vidéo. Et dans un deuxième temps, la couture. Comme j'ai pas encore non plus très l'habitude de parler de projet couture, c'est vrai que je n'ai pas encore peut-être les réflexes, les choses à dire, les choses à montrer. Ça viendra progressivement. Là, je pense que je vais présenter vraiment les projets dans leur globalité avec les impressions que ça m'a donné, les difficultés, ouais, voilà, les impressions que j'ai pu ressentir sur le moment en me mettant derrière ma machine à coudre pour ces projets. Et puis, ouais, parce que je pense des patrons, mais bon, ça, je veux dire, surtout dans un premier temps, les patrons que je vais utiliser sont essentiellement des patrons très très connus. Euh, mais voilà, je pense essayer de construire un petit peu les choses comme ça. Rien de neuf sous le soleil, mais c'était histoire aussi de prévenir. Donc je pense que je vais peut-être aussi proposer de couper, c'est-à-dire pour ceux qui sont intéressés plus par la couture, ben, prendre la vidéo à partir de telle minute, et puis ceux qui sont au tricot, ben, vous pouvez rester avec moi, et puis ben, vous pouvez partir au moment où j'annoncerai la partie couture. Moi, pendant longtemps, c'est vrai que je regardais absolument pas les parties couture des podcasts. Évidemment, maintenant, je regarde, même si je suis encore très, très, très impressionnée des projets qui peuvent être réalisés par la plupart d'entre vous qui cousaient déjà depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, j'en suis à alors, on est le 20 novembre, j'en suis à mon troisième mois. Troisième mois de couture. Voilà. Pour m'accompagner, un petit thé bien bien chaud, histoire d'affronter l'hiver qui arrive, puisqu'on a eu les premières neiges récemment, et en tout cas dans cette région lyonnaise. Et puis, bah, de manière abrupte, puisque la semaine dernière, on a encore eu 18-20 degrés l'après-midi. Donc là, j'ai ressorti avec beaucoup, beaucoup de plaisir les mitaines, les bonnets. Bon, les châles, ça faisait déjà plusieurs semaines que je commençais à les remettre, puisque là, vraiment, le coup, c'est la base. Mais là, vraiment, faire sans bonnet et sans mitaine, ça devient difficile. Mais bon, pour nous tricoteuses, c'est toujours un moment plutôt agréable. Et du coup, ça me donne super envie de faire un nouveau bonnet. Je pense que dans les futurs projets, je vais prévoir ça. Enfin voilà. Donc, bah, je vais vous parler de mes donc, deux projets terminés en tricot dans un premier temps. Donc là, c'est quand même deux gros projets puisque c'est des vêtements taille adulte, de type pull-gilet. Donc c'est des projets qui m'ont pris quand même beaucoup de temps. Surtout que ces derniers temps, j'ai un peu démultiplié les encours. J'avais rarement moins de 3 encours en même temps et j'alternais énormément. C'est-à-dire que parfois j'ai l'habitude effectivement d'avoir plein d'encours, mais de me consacrer vraiment de façon presque exclusive à un projet. Là, vraiment, ça m'amusait beaucoup voilà, de changer. Souvent, il y a le projet du boulot que j'emmène, que je tricote sur le temps de midi, sur les temps de pause, etc. Et le projet que je garde pour le soir, à la maison. Il y avait aussi cette envie. Pendant plusieurs semaines, j'ai commencé un nouveau projet tous les mercredis, parce que le mercredi, c'est un jour où je ne travaille pas, où j'ai un petit peu de temps libre parce que je mets ma fille quand même le matin en TAP, donc
TAP, c'est des activités que l'école propose, donc c'est pas les cours de l'institutrice, les cours, en même temps elle est en maternelle, donc des cours, les activités en tout cas de l'institutrice, c'est des activités différentes, un peu plus sportives, un peu plus motricité, euh, artistique, enfin des choses comme ça, qu'elle peut faire le mercredi matin, voilà. Et moi, ça me permet d'avoir une petite demi-journée de calme. Et ça m'arrivait du coup de me dire, bah, c'est l'occasion de commencer le projet tricot, puisque quand on démarre le projet, c'est vrai que c'est le moment où quand même faut, ça dépend ce que c'est, mais il faut quand même se concentrer. On n'a pas encore trop manipulé la laine, on n'est pas encore rentré dans le patron et dans tout ce qu'il prévoit. Donc quand on commence un projet tricot, enfin moi j'aime bien ne rien faire en même temps, c'est-à-dire pas de télé, pas de machin. Je suis vraiment concentrée sur le début. Puis après, souvent, au bout de quelques rangs, c'est parti. Mais il faut quand même se poser, je trouve, pour commencer un projet tricot. Enfin bref. Donc là, comme j'alternais beaucoup, j'avais pas forcément de choses qui se sont terminées rapidement. Mais là, du coup, j'ai 2 projets, gros projets quand même, qui se sont terminés très récemment. Oui, la semaine dernière à peu près. Mm. Donc le premier que je vous ai présenté en encours la dernière fois, hop, c'est ce gilet. Le gilet Girlfriend's Cardigan de Anke Strick. Voilà, des noms pas évidents que je note de toute façon. Qui est vraiment un gilet que j'avais comme ça trouvé sur Ravelry en farfouillant. Hein. Je ne pense pas l'avoir vu en podcast dernièrement. Donc ouais, c'est vraiment une découverte Ravelry de lien en lien. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce gilet qui est un gilet de type boxy. Oui, c'est un gilet de type boxy puisque les manches sont tombantes sur les épaules et très très basique hein, finalement puisqu'on est vraiment sur une forme très passe-partout. Et puis il y a des petites poches qui viennent agrémenter le tout. Voilà. Donc c'est un gilet doudou puisque l'objectif c'est de le tricoter en mohair, avec un fil de mohair doublé avec un autre fil. Et là j'ai vraiment suivi les recommandations pour avoir vraiment ce gilet vraiment très très agréable, très très voluptueux, très nuageux, qui permet justement par rapport aux températures qui baissent d'avoir vraiment un confort quoi. Et donc moi ce qui me plaît particulièrement sur ce gilet, c'est l'encolure. Donc l'encolure qui se tricote de toute façon en même temps que le corps et qui a un aspect, ce n'est pas un vrai high-cord, mais c'est un aspect high-cord qui vient vraiment finir ce point mousse de façon très très propre sur les côtés. Parce que vous savez que le point mousse, quand on le tricote en aller-retour, on a sur le côté une bande un petit peu avec des boules, des retours comme ça de mailles qui viennent du coup créer une bordure pas du tout, enfin c'est pas qu'elle n'est pas régulière, mais elle n'est pas d'un seul tenant, elle n'est pas lisse, elle est forcément un petit peu avec les boules qui sortent, voilà, il y a cet aspect un peu texturé qui peut être bien. Hein. Je pense que justement les tours de cou, les écharpes où on s'en mitoufle, ça finit bien les rangs. Mais là, bon, pour un gilet, c'est vrai que c'est quand même plus élégant d'avoir ce type de bordure. Donc j'aime vraiment ça. Et en fait, c'est un petit peu le principe du gilet, c'est le fait de travailler autour d'i-cord, autour de motifs high cord. Donc là, quand je vous dis que c'est pas un vrai high cord, c'est pas la fameuse technique glisser 3 mailles et puis les reprendre au rang d'après. C'était plus compliqué que ça. C'est une maille en droit, une maille envers, une maille glissée. Enfin voilà. Mais au final, le rendu est très très proche de l'high cord. Il est peut-être juste un peu plus fin. C'est un high cord assez fin en fait. Et ce que je disais, c'est que le principe de ce projet, c'est de travailler autour de ces high cords. Donc dans le dos, on a aussi au milieu ici un I-cord. D'ailleurs, c'est par là qu'on commence. Donc pour commencer ce gilet, on nous dit d'abord de faire une chaînette en I-cord et après de relever les mailles du dos, puis les mailles de chaque devant autour de cette I-cord centrale. Puis du coup, on en a sur l'encolure et on en a aussi sur les côtés du gilet pour faire une espèce de fausse couture. Il était aussi prévu, enfin non, il n'était pas prévu plutôt, de faire sur les manches, il y a aussi un I-cord, il y a aussi un I-cord le long ici, et
Normalement, voilà, le reste de la manche se tricote en rond classiquement. Sauf que quand on tricote en rond du point mousse, surtout au niveau des manches parce que c'est très répétitif, on a le fameux problème que comme on tricote en spirale, la jonction entre le premier rang et le deuxième rang pour le point mousse n'est pas très jolie. On voit l'escalier que crée le rang de mousse suivant. Excusez-moi, j'ai un poil de mohair dans la bouche. Voilà. Et bah, je voulais pas de ça, moi. Et forcément, donc j'avais déjà utilisé plusieurs fois cette technique qui devait être dans un des patrons et que du coup j'ai reproduit lorsque l'occasion se représentait. De tout simplement, au lieu de tricoter toutes les mailles comme voilà pour faire le point mousse, hein, au moment de changer la maille endroit en maille envers. Oui, parce que c'est ça le problème du point mousse, c'est que quand on tricote en rond, on fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est ce qui crée cette fameuse distinction, ce fameux escalier qui peut exister entre le rang 1 et le rang 2. Et donc, pour éviter ça, moi je glisse une maille sur deux, donc je tricote au rang 1 et je glisse au rang 2 la maille. Et donc ça crée de nouveau une espèce de chaînette, hein, ici au milieu, qui est plus fine que l'icord, mais finalement, voilà, ça reste dans la même thématique. Et donc je trouvais ça sympa, puisque là vraiment, du coup, partout sur le gilet, on a ces fameuses lignes qui viennent ressortir. La deuxième chose intéressante du gilet, bah, c'est le fameux, ça je vous en avais déjà parlé quand c'était un encours, le fameux col V ici, qui donc apparaît dans le cou, par rapport à la technique de montage qui est vraiment sympa. Donc, quand on le porte, bah, il faut avoir la nuque dégagée pour le voir, hein. C'est vrai que sinon ça se voit pas forcément, mais je trouve ça vraiment joli. Et pareil, comme ça dégage un peu la nuque, ça permet de garder un certain confort aussi. Puisque bon, ça reste un fil mohair. Le mohair, tout le monde ne le supporte pas de façon vraiment aisée. Il y en a que ça gratouille, que ça picote. Alors tous les mohairs n'ont pas la même qualité, mais il n'empêche que, voilà, moi, en ce qui me concerne, directement à la peau, ce mohair-là, je peux pas. Hein, j'ai utilisé le mohair de Drops classique, hein, la fameuse Kid Silk. Moi, je ne peux pas le porter comme ça, puisque c'est un petit peu trop désagréable à mon sens. Mais comme du coup le col est dégagé derrière, ça ne pose pas de problème avec les t-shirts, ça se met en dessous en fait si vous voulez, et donc ça vient pas me gratouiller le cou à ce niveau-là. Donc il est très agréable à porter, et puis pareil pour les manches, je mets de toute façon une tunique ou un t-shirt à manches longues ou une robe à manches longues en dessous et ça va. Bon après il faut quand même nuancer parce que moi la Kid Silk, en fait ce qui se passe c'est que souvent quand je la porte, j'enfile le vêtement, elle va me démanger. Alors, démanger, encore une fois, j'exagère peut-être, c'est une sensation un petit peu sans vraiment, je suis pas comme ça, quoi. Elle va un petit peu me déranger, mais vraiment au début. C'est-à-dire que si je tiens bon et que je me dis, bon, je me dis pas, ah, il faut absolument que je mette un t-shirt à manches longues en dessous et tout, que je me dis, voilà, je vais mettre un t-shirt normal, manches courtes, je mets par-dessus. Au début, ça va pas me sembler très agréable. Et puis, au bout de 10, 15, 20 minutes, je sais pas, je pense que la peau s'habitue et après, de la journée, je vais plus du tout avoir de sensations désagréables. Donc, je sais pas, c'est une sensibilité, mais une sensibilité vraiment au moment où la matière se dépose sur la peau. Puis après, la peau, enfin en tout cas la mienne, semble s'habituer au contact du vêtement et après, j'ai plus trop de soucis, quoi. Heureusement parce que j'ai quand même 2-3 pulls aussi avec la Kid Silk de Drops. Avec un t-shirt à manches longues en dessous, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre ça parce que bah, ça rajoute des épaisseurs, ça dépasse, c'est pas forcément joli parce qu'on veut pas qu'on voit qu'en dessous il y a quelque chose blanc noir qui vient parfois rendre les choses moins jolies, quoi, tout simplement. Et donc dans ces cas-là, ben voilà, faut essayer de s'habituer, je pense, au mohair. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ce gilet? Bah, vraiment, il est très très chouette. Donc, c'est vraiment un basique. Bon, là, je peux le mettre par-dessus un pull en fingering. Là, aujourd'hui, je porte mon granito. Et j'ai pris justement ce petit gilet en plus au cas où.
parce que comme il fait froid en ce moment, au cas où j'aurais froid, ben hop, par-dessus, je trouve que voilà, ça le fait, hein. Bon, les couleurs bordeaux et gris clair, c'est peut-être pas, enfin gris chiné, c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux, mais ça vient rajouter une épaisseur qui est très agréable. Et donc voilà, il est boxy dans le sens où quand même au niveau des bras, vous voyez que ça revient plus bas. Et pareil, dans le dos, ça part un peu en arrière de par la construction, de par le fameux high cord qui est derrière. Donc là, forcément, vous ne voyez pas, mais j'ai posté une photo sur Instagram où on voit un petit peu l'arrière. Et donc cette fameuse ligne d'high cord tombe un peu plus bas dans le dos. Et, et c'est sympa quoi, enfin voilà, ça change un petit peu des constructions raglan, des choses un peu plus classiques qu'on a tendance à voir. Et même les constructions aussi, où on construit d'abord les épaules, puis on part devant derrière. Souvent on construit vraiment au niveau de l'épaule, alors que là on a déjà construit en partant déjà plus bas dans le dos en fait. Donc voilà, ça change un petit peu. Au niveau de la laine, donc je l'ai dit, Kick Silk Mohair, et puis le fil a été doublé avec de la fingering Merino Nylon de chez Walk Collection, qui était un gris anthracite très foncé, et je suis venue chiner le tout avec un mohair plus clair en fait, et donc ça donne cet aspect, chiné voilà, c'était mon objectif, donc c'est vraiment ce que je voulais. C'est vrai que la plupart d'entre nous, j'en sais rien en fait, mais souvent on cherche un fil mohair qui a vraiment une teinte extrêmement proche du fil avec lequel on veut le doubler. Là, c'était pas mon objectif et vous allez voir que ça va encore se reproduire à plusieurs reprises parce que j'aime assez ces petits mélanges. Vous voyez que les manches, les manches, elles m'arrivent bien loin, donc c'est nickel. Mais j'ai quand même eu très peur de manquer de laine parce que le mohair descendait à vitesse vraiment très très importante. Donc il me reste quand même une bonne quarantaine de grammes de fingering Wall Collection. Par contre, j'étais à fond sur le mohair. J'ai tout utilisé. J'ai utilisé les 5 pelotes et j'ai même pour les manches, parce que c'était la dernière chose que j'ai faite, hein, c'est l'intérieur des manches, je n'ai pas eu assez. Je vais vous montrer. Et j'ai dû terminer ma poche avec uniquement le fil, le fil fingering tout seul. Donc vous voyez que le fond de ma poche ici en fait n'est pas doublé. Et c'est là qu'on voit la différence de coloris entre les deux laines, puisqu'on voit vraiment que ma laine fingering était très foncée et que le fait d'avoir été rajouté ce gris plus clair a vraiment éclairci le tout en fait, hein. Donc voilà, il m'a manqué presque rien, hein, quelques grammes. Et ça se voit absolument pas sur le devant, puisque sur le devant, j'avais bien... le devant de la poche est bien fait avec les deux fils. Et comme c'est vraiment tout dans le fond, même si j'ouvre... Enfin, faudrait vraiment qu'on vienne se pencher au-dessus de moi et que je sois en train d'ouvrir la poche pour que ça se sache, hein. Sinon, oui, il y a quand même une petite différence avec le modèle d'origine, puisqu'il est plus court, mon gilet. Tout simplement parce que je n'aurais jamais eu assez de laine pour le faire à la longueur d'origine, hein. Je pense que sur l'image qui présente le patron, il arrive en dessous des fesses, hein, ce gilet. Moi, il m'arrive gilet classique en haut, entre le haut et le mi-fesse. Voilà. Et quelque part, ça me convient très bien parce que l'année dernière, j'ai quand même fait beaucoup de gilets que j'ai rallongé, donc j'ai fait plutôt l'inverse. J'avais tendance à rallonger avant pour que les gilets soient longs, les gilets soient longs. En ce moment, j'ai plus trop envie de ça. J'ai plutôt tendance à les raccourcir quand ils sont plus longs, parce que c'est vrai que sur la silhouette, ça rend vraiment les choses de façon différente. Et finalement, en ce moment, je préfère les gilets plus courts. Alors pas courts, faut quand même que ça arrive à une longueur normale, j'ai envie de dire. C'est ni court ni long en fait, c'est la longueur normale. Et les gilets qui sont prévus pour être plus longs, en ce moment, je préfère les avoir de façon moyenne, quoi, dans la moyenne. Voilà, je suis super contente, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore trop porté parce que jusqu'à maintenant il faisait pas très froid, mais là ça y est, je vais pouvoir le mettre de façon un peu plus régulière. Et voilà, je réfléchis si je vous ai tout dit. Oui, bon, pas grand chose, j'ai pas modifié grand chose de plus. Juste, oui, ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est que c'est un gilet au point mousse. Donc le point mousse en gilet, bah, c'est nickel puisque c'est en aller-retour à part les manches. Donc on fait toujours de la maille endroit, mais ça, enfin, vraiment le tricoté m'a semblé très long.
très très long. Je sais pas pourquoi, alors que c'est en aiguille 4. C'était long. J'ai pas d'explication et je suis pas la seule à l'avoir ressenti parce que j'ai discuté, il me semble, enfin, quand je postais des photos de ce gilet sur Instagram, j'avais parfois des commentaires comme quoi, oui, c'est vrai, il faut que je reprenne le mien, mais j'ai pas le courage parce que ça me semble long aussi, etc. Voilà, faut le savoir, soyez pas surpris. Alors, je pense que ça vaut le coup de le faire, mais faut être assez patient. Je trouve que ça va quand même moins vite que le jersey. Voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet terminé, donc là je vais essayer de le mettre sur un cintre pour que ça soit plus sympa. Hop, il y a un dos et un devant, donc faut pas que je me trompe. Voilà, hop. Ouais. Donc ça c'est le pull ambient de Eri, qui est un pull en fingering avec un yoke qui vient proposer un point texturé avec les augmentations nécessaires pour faire le yoke. Et dans ce point texturé, la créatrice propose de venir rajouter un fil d'une autre couleur. Donc à l'origine, on tricote toujours le même fil, mais on vient rajouter un fil mohair juste sur cette partie-ci, un rang sur deux à peu près, hein, pour faire le dessin, hein, qui est du point de riz brisé. Et donc, ce qui donne cet effet, pas jacquard, mais bon, c'est cet effet de couleur qu'on a ici. Moi, j'avais pas envie de faire un doublage avec un fil mohair, donc j'ai carrément fait avec une complètement autre couleur et un rang sur deux. Donc du coup, il y a un moment donné où le fil principal, je ne le tricotais pas du tout dans ce motif-là. Donc avant d'être bloqué, c'était pas évident. Là, une fois que c'est bloqué, c'est quand même pas mal. On a le col qui se positionne bien. Le col, c'est un col, est-ce qu'on peut dire un col bateau? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un col qui n'est pas travaillé. Donc on a monté les mailles, c'est un top-down, donc on commence par là. On a monté les mailles et puis voilà, on fait directement le motif en yoke. Donc quand on est en train de le tricoter, c'est un petit peu tendance à rouloter. Et puis une fois qu'on l'a bloqué, il n'y a pas de souci. Bon là, ça rebique, mais vraiment sur 1 mm ici devant. Et puis il me semble que quand je le mets, j'ai pas l'impression d'avoir un souci. Donc j'aime beaucoup la forme de ce pull parce qu'il est quand même assez ample. Vous voyez, il a un petit côté, pas boxy, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur une construction boxy, on est sur une construction yoke, c'est même pas raglan non plus, c'est yoke. Et il est quand même pas mal large. Le patron préconise de quand même avoir des manches. Donc les augmentations au niveau du yoke durent quand même assez longtemps, hein, ça se voit d'ailleurs, puisque le motif s'arrête là et on continue quand même à aller jusqu'ici avant de séparer le corps des manches. Donc c'est assez large, les manches sont larges et le corps est en tout cas pas cintré. C'est un corps qui a quelques centimètres d'aisance positive. Donc franchement, à porter, c'est hyper agréable. Enfin, moi, je me sens bien dedans. Pas étriqué au bras comme on peut l'être avec des pulls, peut-être un peu plus comme celui-ci. Alors, je suis pas étriquée, hein, mais voilà, c'est serré, quoi. On est sur de la manche ajustée. Là, c'est pas des manches ajustées, donc ça change un petit peu. Ça change un petit peu et c'est sympa. Alors, j'ai quand même eu plusieurs soucis avec la laine. Donc la laine, c'est encore de la Wall Collection, toujours la même qualité de nylon. C'est comment elle s'appelle cette qualité de laine chez Wall Collection? Je sais plus, mais c'est la Merino nylon qui propose un métrage assez important, 425 mètres pour 100 grammes. Et qui est très douce, très agréable. Néanmoins, pour ce pull, petit problème, puisque j'avais en ma possession 2 écheveaux plus un reste d'écheveaux venant de ma belle-mère, donc c'était tout du même bain, logiquement. Mais en bobinant les écheveaux, je me suis rendu compte de la différence. Donc au début, j'ai changé de projet. Donc au début, j'ai eu cette idée de faire ce pull-là.
Puis je me suis dit non, ça va pas, avec la différence de bain, ça n'ira jamais. Donc j'ai changé d'idée plusieurs fois. Et puis au moment de m'y mettre, je me suis dit, allez, je vais quand même faire un échantillon, on verra bien ce que ça donne. Et l'échantillon a révélé qu'en fait, ça ne faisait pas vraiment des rayures, mais plutôt vraiment quelque chose de très très nuancé, comme vous le voyez là. Bon, vous allez me dire si on voit des lignes, mais ça fait pas rayure, ça fait vraiment mélange très très, enfin c'est très très mélangé. Donc ça impliquait que j'allais devoir alterner mes écheveaux sur tout le projet. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai dû alterner. Donc là j'ai d'abord fait le yoke, évidemment j'ai pas alterné dans le yoke, et puis à partir d'ici, j'ai alterné mes écheveaux et sur le corps, jusqu'au bout du corps, et sur les manches. C'était la première fois que j'alternais des écheveaux sur des manches, et je peux vous dire que c'est vraiment pas rigolo. Déjà parce que bah, le fait d'alterner, vous changez de fil tout le temps, donc ça vous crée une ligne qui resserre un petit peu toute la manche. Hein. Bon, après avec le blocage ça va mieux. Oui, d'ailleurs pour éviter que ça se voit trop, j'ai mis une maille en verre, j'ai fait une maille de fausse couture, qui n'était pas prévue il me semble dans le patron. Hop, là, je mets pas bien. Voilà, donc vous avez une maille en verre en fait qui à un moment donné qui vient à chaque fois séparer le changement de fil. Je trouve que du coup ça fait un peu plus discret de changer le fil juste après la maille en verre parce que dans tous les cas le fait de changer le fil ça va créer sur la maille endroit jersey une tension. Même si on peut faire ce qu'on veut, on peut tricoter le plus large possible, il y aura quand même toujours un moment donné où voilà. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, quand c'est possible, une maille en verre et je fais le changement de fil juste après la maille en verre. Donc c'est ce que j'ai fait pour les manches, mais c'était vraiment pénible parce que du coup j'avais toujours ces deux pelotes et comme tricoter en rond une manche, bah, on a vite terminé le tour. Ça s'en mêlait tout le temps, ça s'enroulait tout le temps les unes entre... je devais passer du temps entre tous les 10-15 rangs de manches en figurine, donc ça arrive souvent, à remettre mes pelotes correctement parce qu'elles s'étaient enroulées. Et franchement, ça me saoule, quoi. C'est vraiment le truc qui m'embête quand on fait de l'alternance des chevaux. Donc autant sur le corps, ben ça va parce qu'il y a tout le corps à tricoter. Mais alors les manches, c'était un peu pénible. Mais bon, voilà, ça arrive, hein, différence de bain, j'allais pas acheter les chevaux, il fallait que j'en fasse quelque chose, donc j'ai quand même décidé de faire ce pull. Et au final, je suis très très contente. Alors l'autre grosse différence, c'est que vous voyez que mes manches sont finalement très courtes, c'est des manches 3/4, parce que j'ai pas eu assez de laine pour terminer. Ça vient forcément du fait que le pull est assez large, voilà, il est assez ample. Pareil pour les manches qui sont très amples dès le début, enfin au niveau du haut du bras. Et donc forcément ça a bouffé beaucoup de laine. Pourtant, j'avais quand même beaucoup de métrage. Hein. Bon, c'est un peu difficile à calculer parce que je vous dis, j'avais 2 écheveaux complets plus un reste de ma belle-mère qui devait faire entre 40 et 50 grammes facile, plus le fait d'avoir utilisé d'une autre couleur dans le yoke ici. Donc, c'est un pull qui a quand même mangé beaucoup de laine puisqu'il y avait au moins 1000 mètres de fil, c'est le coloris zen, hein, de gris chiné marron, caramel, etc. Et bah là, j'ai dû utiliser peut-être une vingtaine de grammes de couleur plus claire. Là, je ne connais pas le nom du coloris, je suis désolée. Je ne... L'étiquette, je l'ai plus et ma belle-mère me l'a donné sans l'étiquette. Enfin bref, je sais plus. Donc c'est pas grave. Et voilà. Et donc j'ai manqué de laine pour faire des manches longues. J'en ai pas fait un plat parce que c'était un pull fingering. Donc de toute façon, ça se porte pas au fin fond de l'hiver quand il fait -10. Donc c'est plutôt un pull de mi-saison, printemps-automne, etc. Donc en fait, ça me gêne pas. Et même, j'ai envie de dire, enfin, quand le fait de le porter et d'avoir pris quelques photos, etc. Honnêtement, je le trouve presque mieux comme ça, avec des manches 3/4. Je trouve que ça rend vraiment bien le fait d'avoir ces manches un peu larges, alors pas bouffantes, hein, mais quand même un peu voilà, aérées, aérées. Ça donne vraiment bien avec des manches 3/4. Donc je suis du coup super contente de ce pull. Du coup là, c'était mon premier pull en fingering depuis un moment, peut-être depuis le granito que j'ai fait l'hiver dernier. Je suis pas sûre d'avoir refait des pulls en fingering depuis. J'ai fait des gilets, mais des pulls.
Donc voilà, quand même pas mal de modifications par rapport au patron. Donc le fait de voilà d'utiliser une couleur pleine ici, le fait d'avoir des manches 3/4. Oui, autre chose aussi, normalement on est censé reprendre un petit peu de motif, de refaire vraiment sur quelques centimètres le motif de pointerie brisée que vous avez là. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie que ça resserre le pull dans le bas. Parce que clairement, avec le motif, point de riz en plus, bah, le point de riz, c'est quand même utilisé, ça peut être utilisé pour des bouts de manche et tout ça, parce que ça a cette tendance à resserrer un petit peu l'ensemble du projet. Et moi, j'avais carrément pas envie que ça resserre en bas du pull. Au contraire, justement, cette ampleur, il fallait qu'elle reste au niveau des hanches. Je trouvais ça important et intéressant. Donc je n'ai absolument pas fait ce motif dans le bas. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je suis très contente de ce pull. Voilà pour mes deux projets terminés, hein, qui sont quand même des vêtements, donc bien bonne chose de faite. Et puis je suis passée à la suite. Donc au niveau des encours, alors j'ai toujours mon Vortex Shawl que je vous ai présenté au précédent épisode. Alors comme je l'ai déjà présenté en tant qu'encours, je trouvais pas ça très pertinent de nouveau de vous en parler cette fois-ci pour redire un peu la même chose que la première fois. Je pense que c'est mieux quand il sera terminé de vous le présenter en projet terminé avec quand il sera bloqué, il sera bien beau et puis tous les commentaires que je peux faire sur ce projet. Mais il a quand même bien avancé puisque j'ai terminé le centre du châle et je suis repartie vers les diminutions dans l'autre sens. Donc je dois être à 60-65% du châle. Donc il sera sans souci terminé pour la prochaine fois. Par contre, j'ai un autre en cours qui a aussi énormément avancé parce qu'il avance vite, tout simplement. C'est le pull secret d'Atelier Émilie, que je suis peut-être une des rares à ne pas avoir fait l'année dernière dans la foulée de la sortie du patron, puisqu'il a eu vraiment beaucoup de succès. Et à juste titre, parce qu'il est vraiment... c'est vraiment très très joli comme pull. Il est simple, mais il est dans toute sa simplicité, il a vraiment quelque chose de très joli. Hop, donc en fait je suis déjà là. Je l'ai commencé il y a 2 semaines, je pense. Et je suis arrivée pratiquement aux côtes. Hein, donc ça avance quand même très vite. Encore un projet avec un fil mohair. Donc là, je vous les montre parce que j'ai encore des pelotes entières. Donc j'utilise ce mélange de 2 fils. Donc d'abord, on a de la laine amourée, la base 100% Merino Athena, qui s'appelle Les pieds dans le sable. Donc je fais ce que je peux avec la lumière d'hiver. Voilà. Donc c'est un beige rosé avec des nuances encore à l'intérieur. Vous avez parfois un tout petit peu de bleu, mais enfin voilà, bleu ciel. Parfois un petit peu quelques petites taches rose plus foncé, voire rouge. Et un petit peu des taches ouais, brun marron aussi. Donc ça nous donne voilà, vraiment une couleur très délicate avec une base un peu pastel et plein de petites nuances à l'intérieur. Et je le double avec ce fil de mohair. Donc j'en avais un peu marre de la Kid Silk. Enfin, marre de la Kid Silk, elle est très bien, hein, mais comme je vous l'expliquais, il y avait quand même ce côté pas 100% confortable pour moi avec cette problématique de gratouillis en début de journée quand je porte un projet, etc. Donc, il faut que j'essaie d'arrêter de dire etc. Hein, je le dis beaucoup. Tic de langage. J'ai testé un autre mohair. Donc en fait, j'étais sur le site de Laine et Tricot. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont comme fil mohair? Je tape mohair. Et puis je suis tombée sur voilà, 2-3 marques. Alors il n'y a pas beaucoup, finalement, beaucoup de choix. Évidemment, il y a en ce moment, il y a beaucoup aussi chez les teinturières indépendantes de possibilités d'acheter du fil mohair qu'elles teignent elles-mêmes dans les mêmes coloris qu'elles proposent justement en fil fingering. Donc c'est super ça hein, pour faire un mélange avec exactement les deux mêmes couleurs. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est pas donné. Enfin, je les comprends, hein, c'est normal. Hein, je veux dire, il y a le travail qui est derrière, mais c'est vrai que du coup, c'est presque le prix presque le prix de 2 pulls
parce que le prix de l'écheveau de mohair est presque aussi cher, voire aussi cher que les chevaux comme ça. Et comme on double, ben voilà, c'est fou, le prix fait x2. Donc j'essayais quand même de chercher des alternatives sur les mohair peut-être un peu moins chers. Donc évidemment la Kid Silk, le rapport qualité-prix est excellent puisque c'est une pelote qui est dans les 3 ou 4 euros, je sais plus, pour 200, alors j'en ai une là, il y a 200 mètres, j'en sais rien, je regarde un petit peu, 210 mètres, donc ça va. Mais je voulais changer sans me ruiner. Et donc je suis tombée sur celle-là, qui est de la Ito, la marque Ito, et la qualité c'est Sensai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, sans doute pas puisque c'est japonais. Enfin en tout cas asiatique par là. Et là on va avoir 240 mètres. C'est des toutes petites pelotes de 20 grammes, mais il y a 240 mètres. Et on paye ça une dizaine d'euros. Bon. Voilà, c'est pas non plus donné, hein, on est d'accord, mais c'est pas non plus 20 euros. Maintenant, 20 euros, c'était peut-être pour un métrage plus important aussi. Enfin, il faudrait calculer tout ça. Quoi qu'il en soit, je voulais tester ce mohair-là. Et donc, en le recevant, j'ai pris une pelote de Kid Silk, j'ai pris ça et je les ai mis sur mon cou. Et j'ai tout de suite senti la différence. La Kid Silk, tout de suite, j'ai des petits... Comment dire, des petites décharges électriques, hein. On sent tout de suite qu'il se passe quelque chose, que la peau réagit un petit peu, se défend. Encore une fois, ça ne enfin voilà, je ne vais pas tomber par terre parce que ça me gratte ni parce que ça me pique, hein. On n'en est pas là, hein. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, alors que celle-ci, la peau ne réagit pas. La peau reste, voilà, la sensation est agréable et confortable quand on le pose sur le cou. Je le mets sur le cou parce que souvent c'est la partie la plus sensible, hein. Évidemment, sur le haut de la main, entre la Kid Silk et celle-là, ça change rien. Donc je pense qu'au niveau qualité, elle vaut quand même plus. Maintenant, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil aussi, évidemment, c'est le coloris. Donc là, on est sur Pale Blush. Bah voilà, c'est un rose très clair, quoi, un rose poudré. Voilà. Et je trouvais que l'assortiment, encore une fois, on n'est pas sur la même couleur. Au contraire, on est vraiment sur l'objectif d'aller mélanger deux fils qui ont une base de couleur commune, hein. On est quand même sur quelque chose qui est rosâtre, etc. etc. Donc quelque chose qui est rosâtre. Mais on n'est pas dans un objectif de faire un color block avec. Et donc c'est vrai que du coup ça donne ce pull qui, quand vous regardez bien, a plein de nuances encore une fois. Donc moi je trouve ça sympa. J'aime bien les couleurs pleines, mais il faut quand même avouer que j'aime aussi bien quand même des couleurs plus nuancées, plus chinées. Voilà, qui apportent toute cette originalité et qui se démarquent finalement un peu de tous ces pulls qu'on trouve dans le commerce, même si c'est sûr que c'est pas les mêmes matières, qu'on est plus sur de l'acrylique. Mais n'empêche que voilà. Donc si je vous mets un peu plus près, vous allez peut-être voir ces fameuses nuances de bleu, de rose plus foncé, peut-être un peu de rouge, voilà. En tout cas, ce pull est extrêmement doux, de par la qualité de mohair, je pense, supérieure à la Kid Silk. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer, de le porter par rapport à l'hiver qui arrive. Donc le col pour l'instant, bah, comme il n'est pas travaillé, roulotte, mais évidemment une fois qu'il sera bloqué, il n'y aura plus de soucis. Et j'ai déjà prévu la petite dentelle, je pense que je vais la mettre. Je ne suis pas encore sûre à 100%, mais je vais d'abord le finir, le bloquer. Quand il sera bloqué, je vais l'enfiler et me regarder si c'est vraiment pertinent ou pas d'aller rajouter la dentelle, ou si c'est mieux de ne pas la mettre et puis éventuellement de mettre en dessous un petit haut où il y a une dentelle qui pourrait éventuellement dépasser du col de l'encolure. À voir quoi. J'aime bien les versions où il y en a et j'aime bien les versions où il n'y en a pas. En tout cas, merci Émilie pour ce très très joli modèle voilà, qui manquait dans ma garde-robe, mais il arrive, il arrive. Ça typiquement c'est mon tricot de boulot parce que bah, c'est super simple, quoi. Une fois qu'on a eu fini les augmentations raglan, bah, on peut y aller. On peut aller tranquillement faire du jersey. Et moi, j'adore faire ça, hein. J'adore les tricots simples, les tricots zéro cerveau. C'est un petit peu mon dada, donc il n'y a aucun souci. Voilà, très très jolie couleur, très très joli modèle.
Donc c'est un encours pour lequel je consacre beaucoup de temps, puisque maintenant j'ai plus que ça et le Vortex Shawl en même temps. Et comme ce sont deux projets qui avancent bien, je vais tout doucement éclaircir l'horizon et avoir la possibilité des futurs projets qui se dessinent. Et là, j'hésite, je ne sais pas quoi commencer, j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas encore lequel je vais commencer. Alors, il faudrait que je termine le Black Barlow de Marie-Amélie que j'ai fait l'hiver dernier et je me suis arrêtée à peu près à 20 cm en dessous des bras puisque le printemps arrivait et que j'avais plus envie de tricoter de mohair. Mais comme c'est un gilet noir, j'ai quand même envie de l'avoir parce que voilà, il va me servir, il est basique et notamment sur les projets couture que j'ai, je trouve qu'il peut aller bien avec en fait. Donc ça serait quand même un projet relativement à faire relativement vite, à terminer. En plus, je me fais un monde, mais je pense qu'une fois que je vais le reprendre, ça va aller super vite parce que j'ai déjà fait la moitié en fait. Ensuite, comme autre projet, c'est toujours du mohair. Vraiment, je peux pas lutter. Et là, ce serait encore une fois pour mélanger deux nuances d'une même couleur différente. Mais là, c'est un peu pas trop de ma faute. Donc j'avais envie de faire sur un nuage bleu marine. Lise, toujours une source d'inspiration inépuisable. Euh, J'avais envie de faire sur un nuage bleu marine et au niveau de la laine, voilà, je voulais quelque chose d'assez simple. Donc j'ai acheté de la Fonti, bébé Merino Fonti, qui est aussi une qualité qui vaut la peine d'être connue et d'être utilisée parce qu'elle est vraiment très très agréable, très douce. Je sais que c'est de la qualité. Je l'ai déjà utilisé pour tricoter un gilet à Charline, mais quand elle était vraiment tout bébé, je pense que j'avais dû faire un gilet en taille 1 an, peut-être 18 mois quand même, parce que d'entrée de jeu, c'était un grand format, ma fille, donc je pense que j'ai tout de suite été sur du 18 mois. C'était le gilet, comment il s'appelait? Ça va pas me revenir. C'est un gilet avec un yoke et des grandes torsades comme ça. Très très joli. Et c'est vrai que la laine avait été très agréable à tricoter et à porter pour elle. Il n'y avait pas de souci, quoi. Donc je voulais partir là-dessus. Et puis il me fallait un mohair bleu marine que j'ai pris chez Drops. De nouveau Kit Silk. Mais je suis déçue parce que pour moi c'est pas bleu marine ça. Donc là en plus là ce que vous voyez c'est encore moins proche de la réalité. On est vraiment sur quelque chose de clair. Il est quand même plus foncé dans la vraie vie. N'empêche que c'est quand même pas un bleu marine. Pour moi, c'est un bleu foncé, un bleu roi foncé, mais pas marine dans le sens où et on voit bien que le bleu a été nuancé avec du noir pour vraiment aller vers quelque chose de marine. Et donc ça se voit de toute façon. Autant la Fonty est bleu marine, autant la Kit Silk ne l'est pas. C'est pas grave, parce que comme je suis un peu dans ma période je chine tout, ça me convient. À tester évidemment sur un échantillon avant de me lancer, mais ça peut être sympa aussi d'avoir quand même un pull. Donc je le voulais bleu marine, mais d'avoir quand même un pull un peu plus nuancé, un peu plus clair, qui permettra peut-être de voir un peu plus les détails. Bon, le sur un nuage, c'est pas forcément de détails à voir. On est quand même sur un pull gilet. Alors je dis pull gilet, c'est un gilet parce que ça peut s'ouvrir, mais moi je pense que je vais aussi le fermer. Que je le porterai jamais ouvert et avec toujours les boutons dans le dos, donc je pense que ça sert à rien de laisser la possibilité qu'il s'ouvre. Donc il faut que je fasse un échantillon pour voir si vraiment ça me plaît et si je me lance là-dedans. Mais si j'étais raisonnable, je finirais d'abord le Black Barlow. Et enfin, troisième projet qui me fait envie en ce moment, c'est le gilet Like a Cloud. Oui, je pense qu'il s'appelle comme ça. C'est pas Like Cloud, c'est Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc c'est son fameux gilet qu'elle a publié il y a quelques mois, donc assez long avec un motif texturé, maillant droit, maillant vert, et c'est aussi avec un V dans le dos comme mon gilet ici. Et là, je ne l'imagine pas d'une autre couleur. J'ai un très très joli bordeaux de chez Léna Mouret, encore une fois. C'est vrai que j'avais fait un beau razzia chez Léna Mouret en juin l'année dernière. Voilà, et donc ça ressemble assez finalement au bordeaux que j'ai de mon granito. Donc ça c'est de la laine du scarabée. J'ai oublié le coloris, c'est pas la peine.
J'allais dire Alicante, mais non, je confonds avec la laine de Madeleine et Philibert. C'est pas Alicante, c'est autre chose. Enfin, peu importe, de toute façon, tout est dans Ravelry comme d'habitude. Et là, j'avais flashé sur ce joli bordeaux de laine amourée qui est plus nuancé. On voit d'ailleurs qu'il y a des endroits plus clairs, qu'il y a des endroits... Ouais, ça sature à mort, hein. Ouais, en fait, quand je rapproche, c'est pas du tout joli puisque ça sature beaucoup. Mais bon, c'est pas très important. Ce qu'il faut, on voit beaucoup mieux ici en fait. On voit beaucoup mieux de loin les petites nuances qu'il y a. Et je me vois, donc j'en ai trois, et je me vois faire ce gilet-là. Sans doute quand même en le raccourcissant, hein, ce que je disais tout à l'heure, parce que ce gilet est prévu pour arriver aussi en dessous des fesses. Je suis même pas sûre que j'aurai assez de laine de toute façon avec mes 3 écheveaux pour faire ça. Donc je vais sans doute le raccourcir. C'est un gilet aussi qui est prévu à la base, donc c'est un gilet en fingering, mais qui est prévu pour utiliser un fil lace et un fil mohair. Donc encore pour doubler et avoir l'aspect duveteux. Mais il me semble que j'ai vu passer, alors je crois que ça doit être Marguenet sur son Instagram qui avait commencé à le faire avec, je pense, Hélène Fétiche, ça doit être Uncommon Thread ou peut-être à la limite Laine Vilaine, je suis pas sûre. Il me semble que c'est Uncommon Thread. Et elle avait, du coup, voilà, elle l'avait fait en laine retordue comme ça directement. Et je trouvais ça sympa aussi avec du coup le motif qui apparaît de façon un peu plus précise, un peu plus tranchée. Donc moi je vais partir là-dessus. Et puis bon, au bout d'un moment, le mohair, ça sert à rien. Faut varier, je vais pas faire que des trucs en mohair. C'est bon quoi. Voilà pour mes futurs projets. Et sans doute un bonnet parce que j'ai envie de... Puis ça va vite. Je vais sans doute monter un bonnet un mercredi et je vais essayer de le finir dans la semaine. Pour le plaisir d'avoir un projet rapide et puis d'avoir un bonnet parce que j'adore les bonnets et que là c'est la saison qui est en cours et donc c'est super. Voilà pour tout ce qui était tricot. Je pense que j'ai tout dit pour un peu mes aventures tricotées. Alors, autre aventure, les aventures de la couture. Donc on est à 47 minutes. Il faudra que je le note en début de podcast. Donc la couture, donc toujours dans mes perspectives d'évolution. Donc j'ai essayé d'attaquer des patrons de modèles voilà, adultes. Alors avant ça, parce que j'étais pas encore à ce niveau-là il y a un mois, j'ai d'abord continué à faire quelques éléments de déco. Donc j'avais un deuxième coussin passepoilé à faire, je l'ai fait. Alors je l'ai pas pris et j'ai vraiment la flemme d'aller le chercher. Donc il ressemble en tout point au coussin que j'ai fait, que je vous ai montré, le gris là que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Sauf que j'ai changé le tissu qu'il y a devant le coussin. J'ai utilisé un autre tissu un petit peu plus... Enfin, c'est les mêmes coloris, c'est juste que le motif est différent. Je pense que je vous avais même montré le tissu la dernière fois. Donc ce coussin-là, il est fait. Et bizarrement, je le trouve moins bien fait que le premier. Tout simplement parce que j'ai pas utilisé le même passepoil et que le passepoil du premier était plus large. Et donc je trouve que c'est plus joli pour un coussin. Mais ouais, par la force des choses, j'ai été obligée d'acheter un autre passepoil parce que je n'avais pas acheté assez du premier et je suis un peu... C'est dommage du coup parce que j'aurais préféré que les deux se ressemblent en tout point. Bon, c'est tout, c'est comme ça. J'allais pas refaire une commande juste pour ça. Donc ça c'est fait, c'est terminé. Et j'ai un peu mis le frein sur les accessoires puisque j'avais envie de passer à autre chose. Donc en projet, bah, j'avais quand même fait déjà 2-3 choses pour ma fille, mais là j'ai fait de nouveau un modèle que je dirais un peu plus technique, un peu plus compliqué, toujours sous les conseils de Louise, dans ce livre, Les lubies de Louise. Et j'ai fait, j'essaie de trouver, ouais, j'ai fait celle-là, la jupe mignonnette pour Charline, avec comme objectif bah, d'apprendre tout simplement à faire des fronces, puisque là, le cours de ce modèle-là, c'est faire des fronces. Donc elle explique bien tout, hein, comment on fait. Et puis bah, je me suis lancée. Donc j'ai acheté du velours côtelé, comme elle le préconisait. Et puis j'ai fait cette petite jupe. Alors j'essaie de retrouver les coutures pour savoir. Voilà. J'ai fait cette petite jupette qui est un petit peu froissée, pardon. Avec donc du velours côtelé, bleu marine et
on a des petits noiseaux à paillettes argentées pour venir agrémenter le tout. Pas de difficulté particulière, j'ai pris mon temps, comme d'habitude. J'ai bien pris les mesures de ma fille pour que la jupe soit à sa taille, puisque là, elle donne une taille 2 ans, je pense, Louise. Et puis elle dit, bah voilà, pour calculer ce qu'il vous faut comme pour les rectangles, il faut faire valeur, hauteur genou, divisé par 2 fois 4. Il y a tout un calcul. Et en tout cas, ça donne la petite jupe ici. Donc pour les fronces, j'ai pas eu de soucis. J'ai réussi à bien les répartir. Enfin, ça m'a pas semblé compliqué. Donc j'étais plus ou moins, j'étais assez contente. Maintenant, la difficulté, et ça c'est quelque chose que je découvre progressivement, c'est que quand on a un tissu à motif, il faut faire un petit peu attention au motif. Donc on voit en fait ici que mes fronces, mes oiseaux, ils partent un peu, ils partent vers le haut, alors que dans l'idéal, ils auraient dû être tous au même niveau. Ils auraient dû tous être au même niveau. J'aurais pas dû avoir des petits bouts d'oiseaux un peu dans les choux et tout ça, quoi. Mais bon, là, c'est déjà un niveau au-dessus. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait plus attention à ça. C'est un peu plus perfectionniste. Et encore une fois, quand je regarde les vêtements du commerce, parfois je me dis, mais en fait, rien n'est aligné. Voilà, quoi. Enfin, ils se prennent moins la tête que les filles qui font de la couture à notre niveau. Voilà. Donc effectivement, là, mes petits oiseaux, ils se font un petit peu manger par les fronces. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai particulièrement fait attention. Et même si je l'avais su, je suis pas sûre que j'aurais voulu, encore une fois avec le niveau que j'ai, me prendre la tête avec ça. Mais voilà. Après, on a l'élastique, ça c'est bon, c'est maîtrisé, ça va. Et puis les ourlets qui progressivement sont de plus en plus jolis aussi. Par contre, il faut que je fasse très attention à la tension de mon fil sur ma machine parce que parfois, ça a tendance à être trop tendu. Voilà pour cette jupe, donc objectif accompli, faire des fronces. Et puis je pense qu'elle va la mettre un moment parce que à chaque fois, pourtant, je calcule son tour de taille, mais ma fille est vraiment, elle est vraiment fine et du coup, ça lui fait une taille basse parce que ça tombe en fait. Voilà. Et enfin, le vrai projet de l'épisode en couture, ça va être que je me suis lancée dans la robe Arum de Direndo, qui est leur robe de débutante par excellence. Donc là, je me suis dit, je pense qu'il faut que tu commences à faire un vêtement par là. Donc comme c'est ma première fois, j'ai vraiment suivi le patron comme la Bible, à la lettre. La seule chose que j'ai pas fait, c'est la poche, parce que j'avais vraiment la flemme. Et puis même, je suis pas très... Enfin, poche là sur le devant, je suis pas très fan. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette robe, c'est ces fameuses lignes qu'on a dans le dos, là, qui viennent vraiment souligner la silhouette. Et je trouve que c'est vraiment joli, enfin, c'est très féminin. Et puis, on a des manches un peu chauve-souris. Et d'où la facilité de ce modèle, c'est qu'on ne construit pas une manche, il n'y a pas de raglan, il n'y a rien au niveau des épaules. Alors je sais qu'il y a des termes techniques là-dessus en couture, moi je ne les connais pas encore. Mais là c'est pas difficile puisque les manches s'assemblent en même temps que les côtés de la robe. Donc le principe fait que voilà, on est bien sur une robe débutante grâce à ça. Ce qui m'a posé problème, c'est la parmenture. Donc la parmenture, c'est ce qui vient compléter le col à l'intérieur pour que le col se positionne bien, tombe bien, soit maintenu, etc. C'était la première fois que je faisais une parmenture. Et en plus, jusqu'à maintenant, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait parce que je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir un truc là, mais comment ça tient. En plus, j'avais l'impression qu'ici, on avait vraiment comme un ourlet, que tout était replié, alors qu'en fait il y a une couture qui vient assembler le tout. Enfin bref. Jusque là, pour moi, la parmenture, c'était quelque chose d'absolument obscur. Donc on se pose, on lit les explications et ok, j'ai compris comment ça fonctionnait. Néanmoins, ça n'empêche pas quand même qu'il y a
une certaine difficulté la première fois qu'on vient poser ça, parce que il faut être précis, parce qu'il faut épingler au bon endroit, parce qu'il faut manipuler la machine. Bon, c'est pas évident, le fait d'avoir cette parmenture là qui entre guillemets qui dépasse, il faut pas prendre le tissu qui est en dessous. Bref, ça m'a quand même semblé compliqué. J'ai fini par m'en sortir, mais ça m'a pris 3 bonnes heures pour poser une parmenture. Donc c'est voilà, mais c'est fait. J'ai envie de dire, cette étape est franchie. Je vais pouvoir passer à autre chose et la prochaine parmenture que je dois faire, ben ça sera un peu plus facile parce que je l'aurai déjà fait et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant que je pense que j'ai assis un peu les bases des compétences en couture pour vraiment les bases, hein, on est bien d'accord, que je vais pouvoir passer à la partie perfectionnement, puisque la couture, c'est vraiment une question de précision, et qu'il faut coudre de façon hyper droite, que tout doit être, que quand on coupe son tissu, il faut être nickel chrome aussi, que quand c'est les marges de couture, elles sont à 1 cm, elles sont à 1 cm, elles sont pas à 1,3. Voilà, donc c'est vraiment cette partie-là, et ça c'est que le travail et la pratique qui vont faire que je m'améliore, c'est gagner en précision, euh, peut-être gagner en rapidité aussi, mais là c'est pas enfin tout de suite c'est pas mon objectif c'est surtout d'améliorer l'aspect rendu, quoi. Je vais peut-être vous la montrer cette robe, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, hop, voilà. C'est encore moins facile de montrer un vêtement en tissu à l'écran que du tricot. Déjà parce que bon, c'est plus encombrant, on est sur une robe, hein. Voilà, hop. Évidemment sur un cintre, ça donne pas grand chose, hein. Donc j'avais choisi de la gabardine de coton, je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne sais plus si c'est sur Rascol ou c'est sur tissu.net. Peut-être sur tissu.net, mais je suis pas sûre à 100%. Donc on est sur du coup quelque chose d'assez épais, hein, mais ça faisait partie de la liste recommandée, hein, de Direndo. Ah non, c'est pas de la gabardine, je dis n'importe quoi, c'est de la batiste. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, j'ai pu la coudre, donc c'est que c'était un tissu qui fonctionnait. Et je peux l'enfiler, donc tout va bien. Et c'est du coup assez épais, donc ce sera plutôt une robe d'hiver avec collant et gilet pour l'accompagner. Voilà. Donc moi, ce que j'adore vraiment, hein, je vous disais, dans cette robe, c'est les deux lignes qui viennent dessiner la silhouette d'une femme, n'est-ce pas, avec les courbes. Ça, c'était vraiment joli, hyper facile à poser, ça. Je m'en faisais un monde, mais en fait, c'est juste parce que c'est long. Et les petites manches qui sont chauves-souris, puisqu'elles viennent s'assembler en même temps que les côtés de la robe. Et donc, la manche qui arrive vraiment par là, elle n'est pas 3/4, on est plus sur manche un quart, sur une manche un quart. Donc du coup, comme c'est un tissu qui n'est pas du tout élastique, donc j'arrive à passer, enfin la taille est bonne, il n'y a pas de souci, j'ai fait la taille 38, j'ai pas eu de souci, j'ai pas fait de modification, j'ai pris le 38 basique, que ça soit pour la poitrine, pour les hanches, pour le tour de taille. J'ai vraiment... De toute façon, ça correspond de façon globale à mes mensurations. On est là-dessus à peu près, hein. Ouais, c'est ça. Tour de poitrine 88, bah oui. Tour de hanche, ouais, c'est ça. Moi, je fais un 38 hyper basique en fait. Tant mieux, ça va me faciliter la vie, je crois, pour les patrons de couture. Et donc, oui, et donc pour les manches, du coup, quand je les enfile, bah, c'est très bien, mais quand on commence à bouger, la manche a tendance un petit peu à remonter, et après, elle se coince dans le gras du bras, et faut tirer dessus pour qu'elle redescende. Donc, c'est juste le petit truc qui m'ennuie dans le fait de porter cette robe, c'est ça. Donc, soit il faut que je bouge, faut pas que je mette mes mains en l'air, je peux bouger comme ça, mais dès qu'on monte les bras, ça rend les choses plus compliquées. Ou alors, de toute façon, comme c'est pour porter avec d'autres choses pour avoir plus chaud, si je mets un t-shirt à manches longues en dessous d'un gilet pour pas qu'on voit quelque chose qui dépasse, sinon ça va peut-être pas être très joli, je pense que ça va moins, comme il y aura un tissu en dessous, ça va moins se coincer dans le bras. À tenter, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, et puis les ourlets, là je suis contente parce que c'est là que je vois que je progresse, c'est que mes ourlets sont vachement plus beaux qu'avant.
Ils sont vachement plus nets qu'avant. Ils sont beaucoup plus réguliers. Il y a moins de... Ouais. Donc ça, je suis quand même assez contente de mes petits ourlets qui commencent à ressembler à des vrais ourlets de... Voilà, de... J'arrive à être vraiment au bord, quoi. Déjà, ça, c'est la différence par rapport à avant. Et puis, la fameuse parmenture, n'est-ce pas? Donc, la parmenture, c'est une parmenture, quoi. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, j'ai essayé de bien positionner ça. Donc, il y a un thermocollant hein, qui a été posé. Thermocollant qui a fini d'abord sur ma planche à repasser, puisque je l'avais fait dans le mauvais sens. Puis quand tu soulèves tout, tu dis ah, ça colle à ma planche. Bon, bah tant pis. D'ailleurs, elle y est toujours, puisque je peux pas l'enlever, hein, du coup c'est collé. Il faudrait peut-être gratter, j'en sais rien. Et puis bah, le deuxième essai du coup était bon, puisque j'avais compris le sens du thermocollant. Et puis ben voilà, faut poser cette parmenture, c'est pas évident. Et après, en plus, il faut venir tout surfiler et tout. Et comment on appelle ça? Surpiquer. Oh, je sais plus. Quand on refait une deuxième fois pour que ça soit plus joli, on repique. Surpiquer. Surpiquer peut-être? Je sais plus. Enfin bref, le fameux, la fameuse ligne de couture qu'il y a ici. Comme ça plaque bien la parmenture, quoi. Voilà. Et là, par contre, elle est clairement pas droite. Hein. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas hyper droit. Je sais pas s'il fait la mise au point, le truc. Voilà, et puis je surfile tout moi à la machine à coudre, hein, j'ai pas de surjeteuse. Et puis faut aller faire quelques petits points à la main pour que ici ça tienne, ça tienne au niveau du dos, que ça tienne au niveau du devant et que ça tienne au niveau des épaules pour que la parmenture ne se retourne pas pendant qu'on porte la robe. Donc c'est bien plaqué vers l'intérieur. Donc ça pareil, j'ai pas trop. C'est là qu'on voit que les gens qui ont l'habitude ne se rendent pas compte, mais quand moi on me dit juste je sais pas comment c'est tourné d'ailleurs, je vais vous le dire. Quand on me dit juste la remarque... Non merde, anglais. Là, comment est-ce qu'elle dit ça? Pour vous montrer qu'une débutante, ça peut lui poser problème en fait. Hein. Rentrez la parmenture à l'intérieur, ok. Fixez les côtés et les milieux dos et devant de la parmenture à l'aide d'un petit point de couture à la main. Mais encore, c'est-à-dire, quel point je fais? Je le fais où? Je dois passer devant ou je reste derrière? Tu vois, voilà. Pour moi, c'était pas forcément clair. Donc en fait, si, moi, je suis comme donc, la robe. Et donc, du coup, il y a le point que j'ai fait à la main. À l'arrière, il passe quand même devant. Donc ça veut dire qu'on voit un tout petit bout de fil sur le devant de la robe. Et évidemment, c'est pratiquement invisible. Hein. Là, vous ne le voyez pas, même si je vous le mets tout près. Ouais, si, vous le voyez peut-être un petit peu, là, machin. Là. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Ou est-ce que, en fait, le point invisible, il y a moyen, en chopant simplement quelques fibres de l'arrière du devant, je ne sais pas si vous me suivez, est-ce que ça suffit? Donc sans traverser tout le tissu, c'est ça que je veux dire. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Du coup, est-ce que ça tient pas bien? Ça tient pas bien si on le coud à moitié là. Donc j'étais pas sûre. Bref, j'étais pas du tout sûre de ce qu'il fallait faire. J'espère que c'était ça. Enfin, en tout cas, moi ça me convient. Hein, mais avec le niveau que j'ai un niveau d'exigence qui s'adapte à mon niveau. Hein. Peut-être que dans quelques mois et années, j'aurai plus forcément envie. Enfin, je voudrais faire mieux, forcément. Voilà. Mais franchement, ça rend bien. Je ne l'ai pas encore porté officiellement, mais je l'ai porté pour faire quelques photos. Et franchement, elle tombe vraiment nickel. Je suis très très bien dedans, très à l'aise, donc c'est le plus important aussi. J'ai pas l'impression, sur l'endroit, j'ai pas l'impression qu'il y ait des défauts particuliers. Il y a juste la parmenture ici. J'ai un petit peu... j'allais dire merdé, mais c'est pas très poli. Là. Donc ça, c'est dans la nuque. J'ai dû, à un moment donné, avec ma machine, ça fait un pli, donc j'ai dû prendre un morceau de tissu qu'il fallait pas, qui est venu se mettre dans la couture. Et honnêtement, au moment où je m'en suis rendu compte, j'étais déjà bien avancée dans la fin de l'encolure et j'avais pas envie de recommencer. Donc je me suis dit, je laisse comme ça.
Donc là, on est sur l'arrière. Donc j'ai effectivement une petite marche d'escalier ici, alors qu'ici, c'est beaucoup plus progressif. Mais c'est là, quoi. Selon si mes cheveux, ils sont lâchés, de toute façon, on voit rien. C'est le seul, je pense, vraiment le seul défaut que je peux avoir sur cette robe. Donc, avec le niveau que j'ai, franchement, je ne m'attendais pas à temps, à aussi bien. Je suis vraiment contente, quoi. Je suis vraiment, vraiment contente. Et j'allais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus. Je sais plus. C'est que j'en avais terminé. Non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Oui, à l'extérieur, c'est ce que je voulais dire, c'est que je vois pas de défaut particulier à l'extérieur. Évidemment, à l'intérieur, c'est horrible, quoi. Donc, je suis pas du tout au niveau des finitions qu'on rencontre chez les couturières plus avancées ou dans les vêtements du commerce. Bon, là, ça reste propre quand même. Ici, mon petit surfilage. Mais alors, si on va chercher à l'intérieur, c'est pas super joli, quoi. Surtout au niveau de la parmenture. Euh, Bref, ça va encore en fait. Je pense que j'exagère un petit peu. Mais ça, ouais, si c'est parce que c'est pas droit, la surpiqûre est pas droite. Ouais, bon, ben ok. Je sais que c'est des points à améliorer. Je pense aussi qu'il faut que j'accepte de ne pas pouvoir encore coudre à une grande vitesse sur la machine. C'est ça aussi, c'est que donc ma machine elle a 3 vitesses. Les toutes premières fois j'étais en vitesse 1. Donc quand je faisais mes petites pochettes et tout ça, j'étais en vitesse 1. Mais c'est vrai que ça m'a vite gonflé parce que la vitesse 1 c'est vraiment et donc l'aiguille, quand on a 1,50 m de longueur parce que c'est une robe, c'est long quoi. Donc je suis très rapidement passée à la vitesse 2 et maintenant je surfile même à la vitesse 3. Et je trouve que c'est trop rapide parce que du coup, quand je surfile, parfois de temps en temps, ça se positionne pas hyper bien, même si c'est que pour l'intérieur du vêtement, je le conçois, mais quand même, c'est. Et en vitesse 2, ouais, pour surpiquer, pour faire des choses comme ça, je pense que je maîtrise pas encore assez bien pour vraiment me le permettre. Si je voulais vraiment que ça soit mieux et parfait, il faudrait que je réduise la vitesse, que j'accepte que ça soit plus long. Mais j'ai un petit peu du mal avec ça. Je pense que, bon, là, je suis sur des tissus pas chers, des toiles, comme on l'appelle. Là, franchement, c'était pas très cher comme tissu. Le jour où j'achète un atelier brunette ou des choses comme ça, je pense que là, vraiment, alors déjà, pas l'utiliser tout de suite, c'est pour dans plusieurs mois. Je me sens pas du tout encore à l'aise avec l'idée de couper et de coudre dans un si beau tissu. Mais le jour où ça arrivera, je pense qu'il faut éventuellement que je revoie mes exigences de vitesse à la baisse et que je me dis, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu le feras correctement. Et puis progressivement, quand je m'améliorerai, je pourrai aller plus en plus vite. Je pense qu'il faut que j'accepte ça. Et là, d'ailleurs, en parlant de ça, donc là c'est fini pour ce que je pouvais vous présenter en couture, mais je suis sur un nouveau projet, c'est le t-shirt plantain. Donc c'est du jersey. Donc là, on est sur effectivement une autre difficulté, où là, le modèle est hyper simple, mais la difficulté vient du fait que le tissu est difficile à manipuler parce qu'il est élastique. Et donc là, hier, j'ai travaillé là-dessus, donc j'ai simplement. Bon, déjà, le couper, c'était pas évident, mais là, c'est bon, c'est fait. J'ai assemblé les épaules, ça va. Par contre, j'ai dû faire l'encolure, et en fait, l'encolure, j'ai trouvé ça aussi très compliqué. Je pense que de façon générale, les encolures vont me sembler un petit peu compliqué parce que c'est vraiment déjà la partie du vêtement qui doit être la plus jolie parce que c'est ce qu'on voit en premier, c'est juste autour du visage. Et, euh, et puis la manière de la construire, bah, à chaque fois il y a une manipulation quand même particulière, la parmenture, ou bon là en l'occurrence pour le t-shirt plantain c'est un rectangle à poser, mais il est élastique, donc il faut l'étirer, et donc au moment où on coud, il faut tirer dessus, et pour répartir de façon égale la tension d'élastique sur tout le vêtement, comment on fait quoi? Voilà, c'est de la pratique, je pense. Donc là, clairement, ce premier t-shirt plantain, encore une fois, c'est une toile, donc faut que je l'accepte, et puis progressivement, voilà. Mais c'est chouette quand même de se sentir avancé
et de voir que bon, les vêtements, c'est faisable. Ça commence à être faisable. Voilà. Voilà, j'ai pas d'achat à vous présenter, ni en couture, ni en tricot. J'ai pas racheté de tissu. J'ai pas acheté de patron depuis la dernière fois. J'ai acheté la jupe brume aussi, mais je vous l'ai montré la dernière fois. J'ai pas acheté de laine, si ce n'est quelques pelotes de mohair par-ci par-là pour compléter les laines que j'avais déjà, mais je vous en ai parlé aussi la dernière fois et j'ai pas refait d'achat. Par contre, dans 2 semaines, même pas, moins de 2 semaines, dans 10 jours, il y a le salon création et savoir-faire. Et ça va être top. J'y vais le samedi et là par contre j'ai prévu d'acheter du tissu et j'ai prévu d'acheter des laines. Donc de toute façon ça me semblait logique de ne pas faire des dépenses inutiles en ce moment puisque je sais que bientôt arrive ce salon qui va me permettre de voir des nouvelles choses hein, et de pouvoir un petit peu réapprovisionner mon stock qui ni très chargé, ni complètement vide non plus. Donc on est dans un juste milieu appréciable en ce moment. Voilà pour tout ce que je pouvais vous raconter sur ce dernier mois créatif. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes activités. On se voit au salon pour ceux qui y vont. Et je vous dis à peu près dans un mois, je vais essayer de tourner une dernière fois peut-être avant les vacances de Noël. Parce qu'après à Noël, ça va être compliqué. Donc je vais peut-être essayer de tourner une dernière fois avant les vacances de Noël pour vous parler des nouveautés du mois de décembre, fin novembre, début décembre. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très vite, salut!